Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jamais ouverture de magasin n'avait autant fait couler d'encre. Shein lève le rideau de sa première boutique physique à 13h au BHV à Paris aujourd'hui. Pour l'occasion, le géant chinois critiqué pour ses méthodes de production et empêtré dans le scandale des poupées pédosexuelles n'a pas lésiné sur les moyens. Grande affiche en face de l'hôtel de ville et une promo choc, l'intégralité du ticket de caisse offert en bon d'achat dans le BHV. De quoi ravir des clients qui, loin du modèle éco-citoyen, n'ont qu'une seule boussole, Laura Legault, le prix. La date d'ouverture de la boutique Shein était inscrite dans l'agenda de Juliette depuis plusieurs semaines. Ça me rend heureuse qu'il y ait une boutique. Je viendrai à l'ouverture et puis avec mes copines et puis on va voir si c'est aussi bien que sur le site pour consommer un peu plus. Vêtements, accessoires, électroménagers, sa liste est déjà prête. Marie-Laure et Fabienne ont-elles aussi prévu d'aller au magasin. Ah oui, j'irai, parce que moi ça m'intéresse. Ah ouais, si je peux trouver. Voilà. Sur place, d'attendre la livraison, de voir les colis et tout, t'attends ton truc. Oh, il n'y a plus mon colis. Là, directement sur place, on verra la matière voilà, et Tous les mois, les deux amies passent des commandes en ligne. Elles ne voient aucune différence entre les habits de Shein et ceux vendus ailleurs. C'est parce qu'ils ont les mêmes articles en moins cher. Oui. La qualité, elle est ressemblante. Des articles de qualité selon elle et à des prix imbattables. C'est le gros point fort de Shein pour Jade, 20 ans. Tout son dressing est issu de la marque chinoise. Ils font énormément de réductions. Les frais de port, on les paye pas. Donc au final, on se revient beaucoup moins cher. Enfin, on se retrouve avec le triple de vêtements qu'on aurait en magasin. Le géant de la mode est pourtant très critiqué, mais rien n'y fait. Jade restera une fan inconditionnelle. Laura Legault, Shein qui devra en revanche renoncer au salon Baby dédié aux produits pour bébés à Lille ce week-end. Devant l'ampleur du scandale des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, les organisateurs ont annulé sa participation. C'est l'information de la nuit aux États-Unis. L'élection du social-démocrate Zoran Mamdani, 34 ans, nouveau maire de New York. Et le premier musulman à prendre le poste. Victoire avec plus de 40% des suffrages. Un revers cinglant pour Donald Trump qui appelait à ne surtout pas voter pour lui. Le président américain qui était dans le viseur du nouveau maire new-yorkais lors de son premier discours il y a quelques heures. Écoutez. Si quelqu'un peut montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre, c'est la ville qu'il a vu naître. Déclaration, vous l'entendez, du nouveau maire de New York dans une prise de parole au vitriol. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, en direct avec nous. Zoran Mamdani défie, on l'entend, directement Donald Trump. Le président américain n'a pas tardé à réagir. Oui, et c'est parti. C'est un message laconique, plein de sous-entendus que Donald Trump a publié sur son réseau Truth Social pendant le discours même de Zoran Mamdani. Probablement une référence à ses menaces ces dernières semaines de couper tout financement fédéral à New York si jamais le jeune candidat était élu. Pas de quoi perturber ce dernier qui, dans son discours, a notamment loué le multiculturalisme à la new-yorkaise. Je pense aux épiciers yéménites et aux grand-mères mexicaines, aux chauffeurs de taxis sénégalais, aux infirmières ouzbèques, aux cuisiniers trinidadiens et aux tantes éthiopiennes. New York restera une ville d'immigrés, une ville bâtie par des immigrés, portée par des immigrés et à partir de ce soir dirigée par un immigré. Zoran Mamdani a justement fait d'excellents scores auprès des minorités, en leur promettant par exemple des loyers mieux contrôlés, une meilleure couverture sociale et des bus gratuits. Et dans une ville où, selon plusieurs sondages publiés début octobre, une majorité d'électeurs préfèrent désormais soutenir Gaza plutôt qu'Israël, les positions pro-palestiniennes du nouveau maire plaisent. Zoran Mamdani n'hésite pas à qualifier publiquement Israël de régime d'apartheid et d'accuser l'État hébreu de commettre un génocide à Gaza. Rémi Amalvi, merci beaucoup en direct des États-Unis pour Europe 1. Alors l'élection de ce nouvel opposant à Donald Trump peut-elle menacer le président ? Écoutez la réponse d'Alexandre Mandel, journaliste au JDD, spécialiste des États-Unis, auteur de Chez Trump aux éditions de l'Artilleur. Il était l'invité d'Europe 1 matin à 7h10. C'est pas la fin de Trump, je dirais que c'est encore une fois l'illustration d'une extrême polarisation entre cette Amérique ultra-urbaine, métropolitaine, diplômée, bobo, et le reste de l'Amérique. Moi, je rigole. Il a fait sa soirée au Paramount Theater de Brooklyn, où le loyer moyen d'un studio est à $4 000. Donc ça vous situe un petit peu les gens qui votent pour lui. Et c'est peut-être aussi un moment clé. Trump fait de bons résultats quand il y a son nom sur les bulletins. Donc il aurait fallu qu'il s'implique davantage dans la campagne, ce qu'il n'a pas fait. Ce que reprochent un peu les Américains, disons, de la fanbase de Trump, qui pourrait éventuellement sanctionner l'année prochaine, c'est qu'il s'occupe davantage de politique étrangère que de politique nationale. Alexandre Mandel, invité d'Europe 1 matin, interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Liberté chérie après 3 ans aux mains du régime iranien. Cécile Collère et Jacques Paris sont enfin sortis de prison. Les 2 otages français condamnés il y a quelques semaines pour espionnage ont passé la nuit dans la résidence de l'ambassadeur de France
France à Téhéran. Immense soulagement, écrit sur X Emmanuel Macron, précisant que le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible. William Molinier, ce qui a permis leur libération, c'est un échange entre les mollahs et Paris concernant une Iranienne interpellée en France. Oui, il s'agit de Madieh Esfandiari, une Iranienne interpellée le 28 février dernier à Villeurbanne, suspectée d'apologie des attentats du 7 octobre en Israël, provocation au terrorisme et injures racistes. Une enquête avait été ouverte il y a 2 ans au sujet de comptes signalés sur la messagerie cryptée Telegram. Parmi les autres suspects de cette affaire, l'idéologue antisémite Alain Soral. Madieh Esfandiari a été remise en liberté sous contrôle judiciaire il y a 2 semaines. Son procès est prévu à Paris en janvier prochain. Les autorités iraniennes s'étaient félicitées de cette libération qui était au cœur des tractations autour de Cécile Collère et Jacques Paris. Eux aussi ont vu récemment leur sort judiciaire s'accélérer puisqu'ils ont été condamnés mi-octobre à 10 ans et 6 ans de prison pour espionnage, ce qu'ils ont toujours contesté, des peines qui laissaient entrevoir une libération prochaine car la justice iranienne a toujours été soucieuse d'afficher une apparence de légalité au sujet de ses ressortissants étrangers. Reste à savoir quand les 2 Français seront de retour sur le territoire. Leurs proches s'inquiétaient récemment de les voir rentrer à bout de souffle. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Il est derrière les barreaux, mais personne ne l'oublie. C'est une information Europe 1 JD News. Nicolas Sarkozy reçoit des milliers de lettres à la prison de la Santé. Venu de France ou d'ailleurs, soutien massif, symbole du lien singulier qu'il conserve avec une partie des Français. Jacques Serret, en exclusivité pour Europe 1, vous avez pu consulter une partie de ses courriers. Des sacs remplis de courriers, jusqu'à 1000 lettres par jour. Les proches de Nicolas Sarkozy n'en reviennent pas. Les Français prennent la plume et s'adressent directement à l'ancien chef de l'État. « Tenez bon, je prie pour vous », lui dit Eliane. « Je ne pensais pas vous écrire, mais les choses sont ainsi », explique Jean-Paul. « Soutien et respect, monsieur le Président », lui écrit Patrick sur une carte postale d'une petite ville des Vosges. « Restez debout, vous n'êtes pas seul », insiste Charlotte. Là, c'est une lettre en anglais. « Vous aurez toujours une place dans le cœur des Bulgares », lui dit Maria depuis Sofia. Des mots, des cadeaux aussi, souvent religieux. Une vingtaine de Bibles, quelques chapelets également. Nicolas Sarkozy est profondément touché, rapporte son entourage. L'ancien chef de l'État répondra personnellement à toutes ces lettres dès sa sortie. Jacques Serret. Et puis Michel Sardou fête 60 ans de carrière. Et pour l'occasion, il nous offre un livre avec l'intégrale des paroles de ses 368 chansons, un album photo, un CD avec 60 singles, un vrai cadeau de Noël pour son anniversaire, Sébastien Bordenave. Dans la préface de l'ouvrage, Michel Sardou, l'intégrale, mes 368 chansons. Le chanteur donne la formule magique d'un tube. J'ai opté pour la méthode Aznavour, tourner autour d'un titre, ne jamais le perdre de vue et si possible terminer en reprenant le premier couplet. Voilà qui paraît simple. Le chanteur confie aussi des anecdotes sur certaines chansons. Exemple, sur le temps des colonies, il se désole. Certains journalistes ont compris l'opposé de mon propos. Le malentendu vient toujours de ceux qui n'écoutent pas. Mais heureusement, ceux qui n'écoutent pas n'ont aucune importance. Dans l'album Photo, Sardou, une vie sur scène, des témoignages de Barbelivien à Pascal Praud en passant par Carla Bruni, des photos de son premier Bobino en 1966 jusqu'à la Défense Arena en 2024 pour Je me souviens d'un adieu. Le chanteur confie « Je n'ai jamais supporté qu'on me prenne en photo, même sur les plus réussis. Je n'aime pas ma gueule », fin de citation. Comme si 60 ans de succès et 95 millions de disques vendus ne suffisaient pas à le convaincre que les Français aimaient la sienne. Sébastien Bordenave. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.